Bonjour, ici Piotr Pchibisan. Dans cette vidéo, je voudrais présenter les changements qui ont eu lieu dans le calculateur de consommation d'énergie. Le programme est très intensément développé, par conséquent, il y a beaucoup de changements. Il en est de même dans ce cas. Je lance le calculateur de consommation d'énergie en cliquant ici sur cette icône. De cette manière, voici actuellement la fenêtre du calculateur de consommation d'énergie. À première vue, nous voyons ici des changements pour les personnes qui ont déjà utilisé le programme, que nous avons le choix d'un joli convivial pour l'utilisateur. Système médium de ventilation, où nous voyons simplement en temps réel ce que... Alors Kimby, comment configurons-nous notre système de ventilation qui nous permet ensuite de réaliser des calculs? D'accord, commençons donc par le début. Ici, nous introduisons le pays et la ville. J'ai choisi la Pologne et Varsovie. Cependant, nous pouvons utiliser une base de données de 223 pays et de 5300 villes dans le monde entier en utilisant des données climatiques tirées ici du service Weather API. Ainsi que en ce qui concerne le calcul des émissions de dioxyde de carbone. Nous utilisons ici le service Our World in Data. Ensuite, nous choisissons pour quel type de système nous effectuons les calculs. Cela peut être un système avec une quantité d'air de ventilation constante ou avec une quantité d'air de ventilation variable. Nous choisissons la valeur de la pression atmosphérique ou nous la définissons en indiquant l'altitude par rapport au niveau de la mer. Nous choisissons tamé la période pour laquelle nous effectuons les calculs. Ici, nous avons choisi toute l'année. Dans cette fenêtre, nous fournissons des données caractérisant la source d'alimentation des différentes sections de l'unité de ventilation. Ici, nous avons à définir l'efficacité de la source. Pour le réchauffeur d'air, nous allons alimenter notre réchauffeur avec une pompe à chaleur. Donc ici, nous saisissons le coefficient de performance saisonnier de la pompe à chaleur, le SCOP. J'ai ici écrit 350%, c'est-à-dire que le SCOP est égal à 3,5. Ensuite, nous indiquons dans ce champ l'efficacité saisonnière de la source de froid. Nous utilisons ici un chiller qui aura une efficacité ici égale à 300%. Ensuite, nous indiquons ici l'efficacité saisonnière pour la source de production de vapeur d'eau. Ici, nous indiquons la même chose pour les ventilateurs, pour le réchauffeur antigel qui sera utilisé lorsque nous avons par exemple à notre disposition un échangeur de chaleur à croisement ou à contre-courant ou encore glycolique. Dans les climats froids, comme par exemple sur le territoire de la Pologne, un tel réchauffeur est indispensable pour protéger l'échangeur contre le gel. Bien sûr, le gel de l'échangeur peut également être réalisé autrement, mais il est possible de prendre en compte dans les calculs aussi un réchauffeur antigel. Ici, nous avons encore l'efficacité saisonnière pour la source d'énergie pour le radiateur déshumidificateur qui se trouve à cet endroit. Ces valeurs d'émission de dioxyde de carbone dépendent du pays et sont complétées automatiquement. S'il y a bien sûr la possibilité de modifier ces valeurs manuellement si l'utilisateur dispose de meilleures valeurs. Dans ce champ, nous indiquons ce que nous voulons présenter. Cela peut être présenté l'énergie utile, c'est-à-dire la demande saisonnière d'énergie, ou bien l'énergie finale, c'est-à-dire la consommation physique de chaque vecteur énergétique. D'accord, je pense qu'à présent, nous devrions faire quelques calculs pour mieux nous familiariser avec le programme.
Donc, commençons par effectuer des calculs pour un système de ventilation simple qui sera composé uniquement d'un ventilateur de soufflage. Et un ventilateur d'extraction. Nous supposons également qu'au départ, nous n'aurons peut-être pas de déshumidification, mais nous aurons simplement une entrée d'air isotherme dans la pièce à une température de 20 degrés chauffée. La température de fin de travail du radiateur, c'est-à-dire la fin de la saison de chauffage, sera de 15 degrés. Nous insufflerons tout au long de l'année de l'air à une température constante, également dans la forêt à plus 20 degrés. Ici, nous introduisons la température de la paroi du refroidisseur, la surface du refroidisseur. Si nous avons une évaporation directe, nous avons ici simplement la température d'évaporation du fluide frigorigène. Si nous avons un chiller, nous introduisons ici la moyenne arithmétique entre l'alimentation et le retour d'un tel fluide. Donc supposons que pour des paramètres typiques ici de production frigorifique, Quadus 7 sur 12, la moyenne arithmétique est simplement 9,5 comme nous le voyons ici dans l'indice. Bien sûr, nous pouvons ici introduire d'autres paramètres quelconques, mais pour cet exemple, introduisons 9,5. Nous introduisons bien sûr la température de départ. Refroidissement. Ici, nous devons encore ajouter les prix des supports d'énergie pour le refroidisseur, pour le réchauffeur, pour le ventilateur d'admission et d'extraction. Dans ce champ, nous introduisons le taux d'humidité que nous voulons atteindre pour notre air soufflé. C'est-à-dire ici, nous choisissons humidificateur à vapeur. Nous pouvons évidemment le changer également pour un adiabatique, mais dans ce cas, nous choisissons à vapeur. En choisissant également cette option, nous supposons que nous allons contrôler l'humidification de l'air. En mesurant cette humidité dans le canal de soufflage. En choisissant cette option, nous mesurerons l'humidité relative à l'intérieur de la pièce. Donc dans ce cas, si nous choisissions cette option, alors ici, MMYD, cet humidificateur fonctionnerait dans la fonction de maintien E, cette humidité relative pour cette température donnée de l'air dans la pièce. D'accord, je ne l'ai pas encore dit. Ici, nous définissons le flux d'air soufflé, la somme totale des résistances IM. Ici, toutes les sections de l'unité de ventilation ainsi que les conduites de ventilation amenant l'air dans la pièce. L'efficacité totale du ventilateur. De manière analogue pour le ventilateur d'extraction, sa performance, sa totale somme des pertes de pression. Ici, du système d'extraction, d'accord, et son efficacité. D'accord, alors choisissons encore le schéma de fonctionnement. Pour les besoins de cet exemple, nous supposons qu'il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 toute l'année. Nous pouvons maintenant cliquer sur calculer. De cette manière, nous avons obtenu très rapidement les résultats de cette simulation. Ici, nous voyons également des graphiques en forme de camembert présentant la structure de consommation d'énergie. Ici, nous avons l'énergie finale, c'est-à-dire l'énergie pour laquelle l'investisseur paie physiquement. Donc, c'est l'énergie utile divisée par le rendement de la source de chaleur. Dans ce cas, et nous obtenons l'énergie finale.
Ici, le coût de cette énergie, parce que nous avons introduit ici que le prix est d'une zloty pour l'énergie de chauffage. Donc ici, de manière analogue, dans ce cas, nous avons ce coût égal à l'énergie finale. De manière analogue, nous avons ici l'énergie de refroidissement. Et utile final, coût de l'énergie de refroidissement, énergie utile de l'humidificateur, énergie finale de l'humidificateur. Et son coût d'exploitation, et avec les ventilateurs de manière analogue, c'est-à-dire l'énergie utile finale et le prix. Ici, nous avons le champ avec la quantité d'eau condensée durant le processus de refroidissement pendant l'année. Ici, nous avons la quantité d'unités appelée tonnes équivalent pétrole. Donc l'émission totale de dioxyde de carbone est ici rapportée à l'émission. Qui résulte de la combustion d'une tonne d'équivalent pétrole. C'est une valeur qui est très nécessaire et utile dans le cas de l'obtention des soi-disant certificats blancs en Pologne. Eh bien, c'est ici quelque chose qui, je pense, intéresse le plus l'investisseur, c'est-à-dire le coût qu'il devra payer pour l'exploitation d'un tel système de ventilation pendant toute l'année. Et c'est important parce que grâce à ce module, nous pouvons et l'observation de la structure de la consommation d'énergie. Nous pouvons maintenant, de manière très rapide et simple, optimiser le choix d'un tel système de ventilation afin que la consommation d'énergie soit la plus basse possible. Évidemment, cela entraînera des coûts d'investissement plus élevés. Cependant, nous pouvons aussi, de manière très simple, calculer le temps de retour sur investissement, c'est-à-dire le retour sur investissement ou ROA. Et l'investisseur peut tout simplement s'intéresser précisément à ce bien immobilier de ce type de solution qu'il investit d'abord un peu plus d'argent dans une certaine solution de ventilation. Mais cet investissement financier sera très rapidement compensé au cours des années suivantes par des économies d'énergie. Ici, surtout, avant tout de l'argent, parce que c'est du point de vue de l'investisseur le facteur le plus important. Alors voyons comment cela se présente chez nous. D'accord, c'est comme ça que ça se présente. Donc, un tel rapport se compose principalement de nos données d'entrée du schéma du schéma de travail tout au long de la semaine. Ensuite, nous avons ici les résultats sous forme d'énergie utile, d'énergie finale, des diagrammes circulaires qui étaient également visibles dans notre fenêtre principale du programme. Et capture d'écran de nos calculs avec le schéma du système de ventilation et la répartition de la consommation énergétique individuelle, ou peut-être autrement l'énergie des besoins saisonniers d'énergie, l'énergie finale et les émissions de dioxyde de carbone réparties en différentes sections d'un tel système de ventilation. Ici, nous avons le chauffage, ici, nous avons le refroidisseur, ici, nous avons l'humidificateur et ici, nous avons nos ventilateurs. Et ici, nous avons un résumé des émissions totales de dioxyde de carbone en tonnes et une légende grâce à laquelle nous pouvons mieux nous orienter dans toutes les présentations antérieurement valeurs. D'accord? Donc, nous avons obtenu un tel résultat financier. Eh bien, il faut admettre que ce n'est pas une valeur intéressante du point de vue des coûts d'exploitation. Donc, nous pouvons nous demander que pourrait-on faire avec un tel système de ventilation pour le rendre très économe en énergie, supposant qu'il doit fonctionner en continu pendant 24 heures en soufflant ces 5000 dans la pièce et 5000 en éliminant. Donc en premier lieu, nous pouvons par exemple essayer d'utiliser un échangeur de récupération de chaleur.
Supposons qu'il s'agit d'un échangeur à contre-courant. Par conséquent, nous activons également le préchauffeur antigel. Ici, nous entrons, ce sera un radiateur électrique. Nous entrons donc le prix de l'électricité. Et ici aussi, nous devrons, dans ce cas, choisir l'électricité, ce qui a déjà été fait par moi auparavant. Et d'accord. Et maintenant, l'efficacité de récupération de chaleur pour l'hiver, pour l'été. En règle générale, ces valeurs sont identiques. Cependant, Wasigi ils ont permis de distinguer ces valeurs entre l'été et l'hiver, au cas où des valeurs différentes seraient déclarées par le fabricant. Nous avons également introduit un échangeur de récupération de chaleur. En conséquence, eh bien, ici apparaîtra une résistance hydraulique supplémentaire liée à la surmontée des résistances de cette section, donc MM. Ici, nous traitons des données spécifiques, donc nous les entrons ici. Supposons que dans ce cas, cette section aura environ 200 pascals de résistance totale. Donc ici, nous ajoutons à nos précédents 100 pascals pour les canaux également 200 ou 200 pascals à la section de récupération de chaleur. Pratiquement, nous devrions encore ajouter les résistances sur le filtre qui devra également apparaître ici, c'est-à-dire R1. Dans ce cas, nous supposons une résistance de filtre de 150 pascals et nous inscrivons 450 crams. La même chose, nous devrions bien sûr le faire ici. Donc ici, nous ajoutons également nos 200 dans ce cas pascali parce qu'ici, nous supposons que le filtre a été installé auparavant. Donc nous avons 1200 pascali, la pression totale exigence d'un tel ventilateur pour surmonter les résistances hydrauliques de toute l'unité de ventilation ainsi que des conduits de ventilation. Et maintenant, nous pouvons effectuer ces calculs en cliquant et en observant les valeurs que nous avons ici, ce que nous avons réussi à économiser et en regardant la structure de la consommation d'énergie. Nous exécutons les calculs. Donc, nous voyons que de presque 150 000 zlotys, nous sommes passés à 120 000 zlotys, c'est-à-dire qu'en introduisant cet échangeur, nous avons déjà réussi à économiser environ 30 000 zlotys et environ 10 tonnes de dioxyde de carbone émises à la maison. Atmosphère, ici j'ai supposé 75%. En Pologne, nous avons une efficacité minimale de récupération de chaleur de 73. Cependant, j'ai introduit les 75 et nous pouvons bien sûr effectuer de nombreux calculs basés sur des données spécifiques des fabricants et les inscrire ici et observer comment cela change pour d'autres efficacités de récupération de chaleur, d'autres efficacités ou efficacités des moteurs ou bien des ventilateurs, car il ne s'agit pas seulement du moteur mais de l'efficacité du ventilateur entier MM et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que nous pouvons observer ici? L'humidificateur est un élément très énergivore de notre installation et c'est lui qui est responsable de la plus grande quantité d'énergie consommée. Donc, ce que nous pouvons faire, eh bien, il faudrait probablement changer notre échangeur ici en échangeur rotatif qui possédera également un lit hygroscopique. Une valeur typique de 70%, nous pouvons effectuer actuellement des calculs en changeant simplement l'échangeur croisé ou à contre-courant en rotatif. Et nous éteignons évidemment encore le réchauffeur antigel, car dans le cas d'un échangeur rotatif qui n'a pas tendance à geler, nous n'en avons tout simplement pas besoin. Donc, encore une fois, nous observons 120 000 que nous avions. Nous introduisons un échangeur hygroscopique. Cela nous donne la moitié du montant. Donc, une manipulation aussi simple a entraîné des changements si importants dans la structure de la consommation d'énergie.
Nous effectuons les calculs et, encore une fois, grâce à l'introduction d'une telle chambre de mélange, bien sûr à condition que les conditions hygiéniques et sanitaires nous le permettent, dans ce cas, nous pouvons réduire les coûts d'exploitation à 46 000 zloty. Donc, nous avons commencé à partir de 150 000 petits et nous sommes cassés à 45 000, donc nous avons économisé plus de 100 000 par an sur l'exploitation du système de ventilation en investissant en fait dans ce système, dans un échangeur supplémentaire pour la récupération de chaleur et une chambre de mélange. Donc regardez quel immense champ de possibilités nous avons ici. Dans le programme, nous pouvons également compter sur un humidificateur adiabatique. En conséquence, nous pouvons le basculer ici et dans ce cas, cela aura certainement un impact énorme sur les émissions de dioxyde de carbone car nous n'utilisons plus ici d'énergie électrique pour chauffer l'eau, ce qui se passe dans l'humidificateur à vapeur, mais nous utilisons ici l'énergie de l'air soufflé, UE. Donc en fait, cet humidificateur fonctionne un peu de cette manière que sur ce radiateur, l'air, pour maintenir cette température de soufflage plus 20 degrés, devra être en fait surchauffé pour que, après être passé par les réchauffeurs, par l'humidificateur adiabatique qui... cela nous refroidira l'air. Finalement, cette température était finalement de 20 degrés. Et ici, nous pouvons aussi activer ces calculs. Je me demande maintenant quel impact cela aura sur ici notre consommation d'énergie, plutôt les coûts d'exploitation et les émissions de dioxyde de carbone. D'accord, mais on voit que cette démarche est aussi rentable. Donc, en changeant notre humidificateur de vapeur à adiabatique, on réduit encore les coûts à 38 800 zlotys. Et ici, l'émission de dioxyde de carbone a encore diminué. Ce ne sont évidemment pas toutes les possibilités de ce programme, puisque nous pouvons également ici simuler le séchage de cet air, c'est-à-dire, par exemple, nous pouvons activer ici le réchauffeur secondaire et définir à quelle teneur absolue en humidité nous voudrons, disons, dessécher notre air. Donc ici, nous écrivons la teneur absolue en humidité. Dans ce cas, supposons que ce sera 6 grammes par kilogramme et le prix E ici de l'énergie qui alimentera ce radiateur. Supposons qu'il soit électrique et qu'en Pologne, nous payons actuellement en moyenne une złotówkę par kilowattheure d'énergie électrique. Et lançons ces calculs. Que va-t-il se passer ici? Et ici, nous voyons que le programme a détecté que malheureusement, à cette température de la paroi de la surface de l'échangeur, il n'est pas capable d'atteindre un tel degré de déshumidification, 6 grammes par kilogramme. En conséquence, nous devons ici abaisser la température de la paroi du refroidisseur, c'est-à-dire, supposons que dans ce cas, ils ont dû appliquer des paramètres plus bas pour le fluide frigorigène du groupe frigorifique ou de l'évaporation directe, que ce soit 5 grammes pour 5 degrés Celsius. Et d'accord, nous refaisons les calculs. Oh, et nous voyons déjà ce qui se passe. Dans ce cas, nous avons une augmentation beaucoup plus élevée de la demande de puissance frigorifique pour déshumidifier l'air aussi intensément. Nous avons une augmentation rapide de la puissance frigorifique ainsi que du radiateur. Nous voyons que cette somme est revenue à 173 000 zlotys. Même en utilisant ici un humidificateur adiabatique. Et nous voyons qu'en raison du réchauffement secondaire de l'air après un refroidissement aussi profond, l'énergie de chauffage constitue ici la plus grande consommation part dans la consommation d'énergie.
Vas-y. Mam. Ici. Nous avons uniquement des radiateurs à air avec des chaufferettes, avec refroidissement via le système de soufflage ici, incluant également le séchage. Via le système de soufflage en prenant en compte le chauffage, le refroidissement, le séchage et l'humidification. Nous pouvons aussi inclure ici le système de ventilation basé sur un refroidisseur adiabatique direct. Nous pouvons à tout cela, bien sûr, ajouter un ventilateur d'extraction. Et nous pouvons ici également inclure une chambre de mélange. Nous pouvons inclure différents types de récupération de chaleur. Nous pouvons déclarer qu'ici, nous ne soufflerons pas de paramètres d'air soufflé constant en hiver et en été, c'est-à-dire qu'il s'agit de paramètres isothermiques. Voilà. Nous allons seulement calculer quelle doit être la température de l'air soufflé et extrait pendant la période estivale et hivernale. Par rapport à la courbe, par rapport à la charge thermique de la pièce et aux besoins en chaleur en hiver, où nous pouvons le déclarer à cet endroit. En cliquant ici sur cette option, nous sélectionnons la température extérieure pour laquelle nous avons effectué le calcul de la demande de chaleur de pointe. Nous pouvons déclarer qu'à une température supposons de moins 20 degrés, nous obtenons une demande de chaleur pour une telle pièce de 20 kW. Et dans ce cas, le programme nous a automatiquement déterminé que la température maximale de soufflage pour compenser ces pertes de chaleur de 20 kW à moins 20 degrés doit être 31,9 degrés Celsius. Ici, nous avons la température de fin de saison de chauffage à 15 degrés. Donc ici, nous avons 0 inscrit et ici, nous soufflons simplement en air isotherme à 6 faces. Pour une telle demande que nous voyons ici, une courbe de chauffage est automatiquement déterminée. Nous acceptons. Et de manière analogue, nous pouvons effectuer ces calculs pour le refroidisseur. C'est-à-dire que nous pouvons également déterminer ici la courbe de refroidissement, donc pour une température, disons, de 32 degrés. Nous avons effectué des calculs de charge thermique et ils s'élevaient à EE. Nous pouvons dire 20 kW. Donc le programme nous calcule automatiquement que la température minimale de soufflage à 32 degrés à l'extérieur. Ils remplaceront les gains de chaleur sensible de 20 kW seront nécessaires. La température de soufflage est de 12,1 degrés et à 15 degrés, qui est la température de début de refroidissement. Eh bien, ces gains n'existent tout simplement pas. Cependant, bien sûr, on peut les modifier et les déclarer ici. Et dans ce cas, la température de soufflage sera isotherme et s'élèvera à plus 24 degrés. Nous pouvons bien sûr, par exemple, effectuer de tels calculs, obtenant automatiquement des résultats. D'accord. C'est essentiellement ce que je voulais présenter dans la vidéo actuelle. Je vous remercie donc chaleureusement pour votre attention. Si de nouveaux changements apparaissent, nous vous les présenterons bien sûr ici. Merci beaucoup. À bientôt dans le prochain épisode. Salut!